Dimitri Pavlenko, la Caisse d'épargne vous présente l'interview éco. Caisse d'épargne, vous être utile. Elles ont fait des fortunes, ruiné des vies aussi. Alors, actifs spéculatifs pour les uns, alternatives aux monnaies banques centrales pour les autres. Elles jouent un rôle dans la guerre en Ukraine. Zoom ce matin sur Europe 1 sur les cryptos. Bonjour Philippe Herlin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers, spécialiste des crypto-monnaies. Vous avez récemment publié un ouvrage, Bitcoin, comprendre et investir, guide pratique des crypto-monnaies. C'est paru chez Erol. C'est votre troisième livre sur les cryptos. Alors, des actifs virtuels que j'hésite à qualifier de monnaie. Bitcoin, Ether, Solana, XRP. Est-ce qu'elles méritent ce glorieux titre de monnaie selon vous? Oui, elles sont utilisées comme telles. D'abord, elles ne sont pas virtuelles, elles sont numériques. Donc, elles sont basées sur une blockchain. C'est de l'informatique, donc c'est du solide. Ça risque pas de disparaître du jour au lendemain. Fondamentalement, qu'est-ce que c'est une crypto? Parce que si on regarde le Bitcoin, c'est la récompense pour participer au fonctionnement de la blockchain. Voilà. L'avantage du Bitcoin, et ensuite qui a été suivi par beaucoup d'autres, c'est que c'est une monnaie qui est décentralisée. C'est ça qui est fondamental à comprendre. Il n'y a pas une banque centrale ou une société qui contrôle Bitcoin et qui pourrait changer les règles ou agir dessus ou racheter le Bitcoin. Voilà, c'est pas possible. C'est disséminé sur une base de données qui est dupliquée à des milliers d'exemplaires sur Internet. Et donc, ça donne une vraie sécurité parce que personne ne peut influer dessus. Et puis l'autre élément fondamental, c'est qu'on sait que la quantité de Bitcoin sera limitée. Il n'y en aura pas plus de 21 millions. On est à presque 19 millions aujourd'hui. Il n'y a pas de planche à billets du Bitcoin, quoi. Voilà, il n'y a pas, exactement. Il n'y a pas de planche à billets, alors qu'on voit aujourd'hui que l'inflation repart, notamment à cause des planches à billets des banques centrales. Bon, il y a aussi la guerre en Ukraine qui explique ça, mais depuis plus longtemps, c'est vraiment la planche à billets des banques centrales qui explique ce décollage des prix qu'on voyait dans l'immobilier depuis longtemps, qu'on voit maintenant sur tous les prix. Et c'est une éponge à inflation quand on regarde le Bitcoin qui est actuellement à 35 000 $, qui connaît aussi des embardées extrêmement importantes, d'où toujours les mises en garde qui sont formulées à l'égard des investisseurs qui pourraient être intéressés, notamment les novices. C'est quand même soyez prudents quand on voit, je le disais, il y a des gens qui ont fait des fortunes et d'autres qui ont tout perdu en misant sur les cryptos. Alors absolument, c'est pour ça que moi je conseille toujours que c'est un investissement de moyen long terme, c'est-à-dire il faut prévoir 3-4 ans minimum. On peut acheter puis gagner au bout de 6 mois, c'est très bien, on peut aussi perdre beaucoup. Donc un horizon court, c'est extrêmement risqué. Oui. Mais si on les garde 3-4 ans, si on garde le Bitcoin 3-4 ans, on est certain de gagner parce que sur la longue durée, ça gagne de la valeur. Maintenant, c'est vrai que c'est très volatile, donc il faut y être préparé, quoi. Voilà. Alors, un récent sondage Ipsos nous apprend, Philippe Herlin, que 8% des Français déclarent avoir déjà investi dans les cryptos. C'est énorme, 8%. Ça veut dire qu'on est à plus de 6-7 millions pratiquement 5 millions de Français qui ont franchi le pas, dont la moitié en Bitcoin, justement, qui représente plus du tiers pratiquement de la capitalisation globale des crypto-monnaies. Non, j'exagère peut-être un peu, non un tiers. Ou un peu plus. Ouais, peut-être un peu. Ouais. Est-ce que ça vaut encore le coup de miser sur le Bitcoin ou est-ce qu'il faut aller voir ailleurs, être un peu plus aventurier et aller sur des cryptos peut-être un peu moins connus? Alors on peut regarder d'autres crypto-monnaies, notamment la deuxième Ethereum qui réussit très bien. Il y en a d'autres qui réussissent très bien. Solana, ADA. Donc voilà. Alors, mais ceci dit, Bitcoin a encore énormément de potentiel parce qu'il ne faut pas prendre le cours parce que c'est vrai, quand on regarde les cours, on peut se dire ça a tellement monté que ça ne peut plus monter. En fait, non, il faut regarder la capitalisation. Aujourd'hui, Bitcoin, ça pèse à peu près 1000 milliards de dollars, à peu près. Bon, à l'échelle de la planète financière, c'est que très peu. Et donc, si le Bitcoin devient vraiment un actif pour se protéger de l'inflation, pour faire du commerce international, pour faire des dons, comme on le voit en Ukraine, facilement, voilà, des choses comme ça, c'est-à-dire plein de nouvelles fonctionnalités, eh bien 1000 milliards de dollars, ils vont être dépassés, ils vont s'accroître nettement. Et donc, moi je considère qu'on peut toujours investir dans Bitcoin, mais toujours, comme je le répète, avec un horizon long. Voilà. Alors, elles sont aussi critiquées, vous connaissez ça par cœur, les cryptos comme une machine à blanchir l'argent sale. On s'attendait à ce que beaucoup de Russes, notamment les fameux oligarques, convertissent leurs dollars ou autres en crypto pour échapper aux sanctions financières occidentales. Alors apparemment, ça ne s'est pas produit, Philippe Herlin. Non, mais ça, c'est les critiques récurrentes qu'on entend sur Bitcoin. C'est les gens qui n'aiment pas Bitcoin. Donc, c'est qui? C'est les ministres des Finances, les directeurs de banques centrales qui voient ce concurrent dans leurs pattes et ça leur plaît pas trop. Bon, on sait que quand même, ils inventent. le crime organisé. Alors, non, justement,
justement, parce qu'il y a des études qui ont été faites qui montrent que c'est totalement marginal. Parce qu'en fait, ce qui est très compliqué de blanchir de l'argent avec Bitcoin, parce que vous laissez des traces. Parce que Bitcoin, ça fonctionne, parce que les transactions sont en clair dans une base de données. Et donc, oui, mais sauf que l'utilisateur, il ne me donne pas sa carte d'identité. Alors voilà, on ne sait pas forcément qui est derrière le numéro de compte, mais de toute façon, on peut repérer les gens, parce que ne serait que quand la personne aura de ses bitcoins, il voudra sortir pour les transformer en dollars ou en euros, et ben à ce moment-là, il va passer par une banque, il sera repéré, et puis pour acheter des bitcoins, et ben il faut s'enregistrer auprès d'une place de marché avec sa carte d'identité, et donc là aussi, on laisse des traces. Donc blanchir de l'argent, c'est très compliqué, et si vous y arrivez un peu, de toute façon, vous laissez des traces ad vitam aeternam, et donc plusieurs années après, on pourra vous tomber dessus. Donc c'est une très mauvaise idée de blanchir de l'argent avec le Bitcoin. La blockchain, c'est un grand livre de compte numérique. Voilà, ça est ouvert à tous. Alors plusieurs pays se sont dotés de législation encadrant la possession, l'utilisation des cryptos. Citons le Salvador, Cuba, mais aussi l'Allemagne. Très récemment aussi dans le contexte de la guerre, l'Ukraine. Là, c'est ce qui excite beaucoup la communauté crypto, c'est que cette semaine justement, les États-Unis, Joe Biden travaille à une législation qui risque un peu de durcir le ton. Ça vaut quoi juridiquement? Est-ce que je risque pas un jour de tout perdre, un État décidant d'interdire l'usage, la possession de crypto, docteur Herlin? Non, ça c'est un risque à mon avis qui n'est pas envisageable dans les pays développés, parce qu'un pays qui voudrait interdire Bitcoin, il verrait partir tous les gens qui en ont beaucoup, et il verrait partir toute l'économie qui tourne autour, parce qu'il faut bien comprendre que Bitcoin, c'est pas uniquement quelque chose de spéculatif, il y a toute une économie qui se construit, il y a des sociétés, on le voit en France, il y a des dizaines de sociétés qui travaillent, qui créent des emplois, et partout dans le monde. Donc un pays qui voudrait interdire, il verrait partir toute cette économie et tous ces gens-là. Donc c'est très facile de franchir une frontière avec du Bitcoin, beaucoup plus qu'avec de l'or d'ailleurs. On l'a vu, Philippe Herlin, vous avez vu la Chine a réglementé très strictement, a voulu interdire l'industrie du minage, donc d'ailleurs est critiqué pour son bilan carbone. Et ces gens-là sont partis où? Ils sont partis en Mongolie voisine, sont partis en Ukraine aussi notamment. Et aux États-Unis, au Texas, beaucoup. Et beaucoup avec de l'énergie verte, ça aussi, c'est chose qui circule là-dessus. Mais en fait, plus de la moitié de l'électricité utilisée pour le minage vient de l'énergie verte. Donc c'est pas polluant comme on le dit du tout. Bon, vous semblez très optimiste pour l'avenir des crypto-monnaies. Est-ce que demain, j'irai payer une glace à mon fils en crypto? Je paierai en crypto? Ça se fait déjà beaucoup dans les pays émergents qui ont des problèmes d'inflation. Le Venezuela qui est un cas extrême, mais aussi des pays comme la Turquie ou l'Argentine qui ont 50% d'inflation. Le Liban où le système bancaire s'est complètement effondré. Beaucoup de pays d'Afrique, au Nigeria. Donc en France, nous, on est encore protégés de ça, heureusement. Mais ceci dit, l'inflation décolle. Si jamais elle se met à partir en vrille et à devenir incontrôlable, je pense que beaucoup de gens préféreront utiliser le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies ou des stablecoins sur le dollar, voilà, par exemple, pour commercer, et les commerçants préfèrent recevoir des bitcoins plutôt que de l'euro si on est à 10, 15, 20% d'inflation. Espérons que ça n'arrive pas, mais les prix dérapent, on le voit en ce moment. C'est donc un bon baromètre de l'état de santé d'une économie. Merci Philippe Herlin d'être venu nous voir. Je redonne le titre de votre dernier ouvrage, Bitcoin, comprendre et investir, guide pratique des crypto-monnaies. C'est paru chez Erol. Bonne journée à vous. Il est 6h50.